Désintoxez-moi, tous les jours on reçoit un expert pour se désintoxer. Aujourd'hui on va se poser la question suivante. Faut-il enterrer le Bitcoin? On en a beaucoup parlé il y a un an avec la faillite retentissante de Mt. Gox, une société basée au Japon mais managée par un Français qui a mis la clé sous la porte. C'est le moment où le Bitcoin, qui était à des plus hauts en début d'année 2014, s'est littéralement effondré. Alors qu'est-ce qui devient ce Bitcoin et est-ce que c'est encore une monnaie d'avenir, cette monnaie virtuelle? On en parle avec Philippe Herlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en finance, chef d'entreprise et écrivain. On rappelle d'ailleurs ce livre que vous avez sorti il n'y a pas si longtemps, La fin des banques, référence à non seulement au Bitcoin, mais aussi à Apple, PayPal ou encore Google. On peut rappeler ce qu'est le Bitcoin, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Monnaie virtuelle, mais avec un certain nombre de Bitcoins en circulation qui restent fixes. On ne peut pas en créer. Alors qu'il ne va pas dépasser un certain chiffre. Voilà. On n'y est pas encore. D'accord. Ça ne dépassera jamais 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation dans le monde. Ça, c'est prévu par l'algorithme lui-même. Qui a décidé ça? Le Alors, concepteur de l'algorithme. En fait, le concepteur, on ne le connaît pas. Mais, ah aussi, il paraît que c'est un japonais, oui, on paraît que c'est un japonais, mais disons, qui vit en Californie. Voilà, enfin, on ne sait pas trop, on ne sait pas qui, mais disons que la logique du fonctionnement du Bitcoin, c'est quelque chose de peer-to-peer. Ça fonctionne sur un réseau partagé, un réseau distribué. La base de données de tous les échanges achats-ventes de Bitcoin est une donnée publique partagée qui circule sur tous les ordinateurs participant au réseau. C'est la caractéristique du Bitcoin. Il n'y a pas un serveur central qu'on pourra débrancher ou sur lequel on pourra mettre la main pour contrôler le Bitcoin. Central, voilà. Non, il n'y a pas ça. C'est une banque centrale du Bitcoin. Voilà, c'est ce qui fait l'intérêt du Bitcoin, l'innovation et sa valeur, parce qu'il ne peut pas être pris en main par un État ou une entreprise. Comment s'en procurer? Alors bon, on peut en acheter sur les places, mais alors il y a des techies, des mineurs de Bitcoin. Ils achètent des machines avec des logiciels qui font tourner en permanence pour miner du Bitcoin comme on va dans une mine chercher de l'or. Voilà, leur travail, ça consiste à valider les transactions et donc ils font tourner des ordinateurs jour et nuit qui font un travail de calcul. Qui peuvent faire ça, alors en particulier, bon maintenant c'est devenu un gros business. Il faut acheter du matériel assez cher. Au tout début, un simple PC permettait de miner. Maintenant que le réseau a pris une taille très importante, c'est plus possible. Il faut être à plusieurs et acheter du matériel assez coûteux. Mais c'est eux qui font ce travail de validation et ils sont récompensés en touchant les frais de transaction qui sont très faibles et aussi en touchant des bitcoins qui sont créés à cette occasion. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le nombre de bitcoins, justement, qu'on va atteindre un plafond. L'intérêt, c'est d'éviter toute forme d'inflation. C'est un peu comme une matière première, un peu comme l'or, on pourrait parler d'or numérique. Il n'y aura jamais de création de Bitcoin comme ça décidée par je ne sais qui et qui pourrait faire baisser la valeur du Bitcoin. On sait à l'avance qu'il n'y aura pas plus de 21 millions, c'est une ressource rare et donc on est sûr qu'il n'y aura pas d'effet d'inflation. Alors en tout cas, la valeur du Bitcoin s'est effondrée en l'espace d'un peu plus d'un an. Il était à plus de 1000 $ début 2014, je crois. Il y a eu la faillite de Mt. Gox en février 2014 et là, patatras. En fait, il est aux alentours de quoi? 250 $, c'est ça? Voilà, 200 euros. En fait, il s'est effondré, mais il y a une... oui, maintenant c'est vrai. Maintenant, à une époque, c'est vrai. Il s'est effondré, mais il a surtout eu une sorte de crack à la hausse, on va dire, une explosion du cours quand des Chinois s'y sont mis. Et puis ensuite, la Banque centrale a mis le haut là. Et la crise de Chypre aussi. Ça a fait chuter, voilà. Alors le vrai démarrage du Bitcoin, c'est la crise de Chypre. Quand les comptes bancaires ont été pris et spoliés, et donc les gens se sont rendus compte que un compte Bitcoin, personne ne peut vous le prendre. Aucune autorité étatique, personne ne peut vous le prendre. Sauf un hacker, mais ça, c'est un autre problème, c'est le problème de sécurité. Mais vous êtes en dehors du système bancaire, donc vous avez une sécurité. Donc il y a une croissance au moment de Chypre, il y a une croissance très forte au moment de la Chine. Ensuite, la Banque de Chine a coupé le robinet. Maintenant, même si elle est un peu rouvert, mais le cours a baissé. Et puis il y a l'affaire Mt. Gox. Voilà, donc on parlait beaucoup du Bitcoin à cette époque-là, mais un peu pour de mauvaises raisons, pour des histoires de spéculation ou pour des places de marché qui faisaient faillite. Maintenant, on en parle moins, mais je dirais c'est pas plus mal. Ça veut dire que c'est normalisé. Voilà, on peut dire que ça s'est normalisé. On peut échanger sur des plateformes comme on achèterait des actions, par exemple. Voilà, tout à fait. Ça s'est normalisé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la Silicon Valley y croit beaucoup. Et on voit régulièrement des levées de fonds importantes de plusieurs dizaines de millions de dollars pour des sociétés spécialisées dans le secteur. Alors, ça ne fait pas la une des journaux, comme la faillite de Mt. Gox ou la bulle. Mais disons que c'est du business plus sérieux et qui montre que la communauté de l'Internet en général continue de croire tout à fait sérieusement à Bitcoin. Ça intéresse les géants, là, je vois votre livre, vous parlez d'Apple, de Google. Les Google, Apple s'y intéressent. Alors, bon, Apple a sorti son système de paiement sans contact. Mais est-ce que le Bitcoin, il le considère comme quelque chose
sur lequel ils peuvent miser, ou est-ce que c'est un concurrent de leur système de paiement? Pas forcément. On a une déclaration d'un haut dirigeant de Google où il explique que c'est quelque chose de très intéressant. Ça permet de construire des marchés financiers. Ce qui est intéressant ce qu'il faut comprendre avec Bitcoin, c'est pas uniquement une monnaie, c'est aussi une plateforme, un protocole informatique qui permet de construire des services financiers. On peut coter des actions, des obligations, on peut faire des systèmes d'assurance, on peut faire du paiement différé, du paiement conditionnel, tout un tas de systèmes qui existent dans le monde financier. On peut les faire sur le Bitcoin, c'est-à-dire sur quelque chose qui est une base partagée, comme j'expliquais, donc quelque chose de complètement transparent et à un coût de fonctionnement qui est largement inférieur à tout ce qui existe aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de naître, qui sont embryonnaires aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui se lancent dessus parce qu'il y a des potentialités énormes. Donc les géants de l'Internet s'y intéressent. Les États, eux, c'est pas trop leur tasse de thé. Hein. Pas trop, parce que bon, dans l'absolu, le Bitcoin est un concurrent des monnaies, l'euro, le dollar. Bon, maintenant, la taille du Bitcoin... Surtout les banques centrales qui n'aiment pas ça. Savoir que d'autres systèmes, il y a des systèmes alternatifs, voilà. Alors, il y a plusieurs banques centrales qui ont publié la BCE ou d'autres qui ont publié des documents pour recommander de se méfier. Bon, c'est vrai que le cours du Bitcoin est assez volatile. Si on ne protège pas bien son ordinateur ou son porte-monnaie, on peut se le faire voler. On peut se faire voler ses bitcoins, donc il y a des éléments de sécurité à prendre en compte. Mais je dirais que les organismes de régulation sont dans leur rôle en mettant en garde. Maintenant, elles n'interdisent pas. Il n'y a pas d'interdiction. On va vers une cohabitation et les grands États, États-Unis, même la Chine maintenant, ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à laisser le Bitcoin se développer parce qu'il y a plein d'activités, de start-up qui sont en train de naître, plein d'emplois. Et il ne faut pas se couper de ce marché-là parce que si on ferme sur son marché, bah, les créateurs d'entreprises iront ailleurs, quoi. Alors les États n'aiment pas trop ça, mais ils ont quand même rappelé il y a quelques mois que c'était taxable. Hein. Oui, les bitcoins, hein, c'est pas quelque chose qui échappe à l'impôt. Ah non, pas du tout. Faut le déclarer. Bien sûr, si vous êtes un site internet ou même un commerçant physique, vous achetez les bitcoins, ça rentre dans comme les comptes PayPal, il faut les déclarer. Ça rentre dans votre comptabilité et donc évidemment vous les payez exactement comme quand vous recevez un paiement PayPal. Bon, il ne faut pas croire que ça permet d'échapper à l'impôt comme ça. Mais il y a eu des rappels à l'ordre, hein, parce que voilà, certains omettaient de les préciser. Donc pour répondre à cette question, le Bitcoin, on l'enterre ou pas? Non? Ah non, pas du tout, au contraire. On en parle moins. Que le début. On en parle moins, mais il y a un vrai mouvement de fond dans la communauté Internet, aux États-Unis notamment, un peu à Londres. À Paris, on est un peu en retard, mais il y a un vrai mouvement de fond vers cette monnaie. Il y a des levées de fonds, il y a des sociétés qui se créent, et on va en reparler. Il y aura peut-être des clones aussi du Bitcoin, hein, je crois qu'il y a des... Alors, le Bitcoin aussi, comme c'est quelque chose le code Bitcoin est public. N'importe qui peut copier le code et créer sa propre monnaie. Et il y en existe des centaines. Maintenant, le Bitcoin représente 95% en masse monétaire, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concurrents qui ont émergé. Très bien, Philippe Herlin, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle cet ouvrage, donc, La fin des banques, point d'interrogation, c'est paru aux éditions Erol. Vous êtes chercheur en finance, chef d'entreprise et donc écrivain. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt.